Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Simon Thuot. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo où on parlait des mythes contre réalité par rapport à l'Égypte antique. Il a récemment sorti un ouvrage aux éditions L'Harmattan où il étudie la fascination et le dégoût de certains auteurs pour les hiéroglyphes. Il nous en dit plus dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime. C'est parti et on l'écoute. Hello Simon. Salut Laetitia. Merci de te joindre à moi encore une fois, ça me fait très plaisir de te retrouver. Merci pour cette nouvelle invitation, tout le plaisir est pour moi. Et je t'ai invité parce que tu as sorti un nouvel ouvrage aux éditions L'Harmattan. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc c'est sur les hiéroglyphes, mais tu ne nous parles pas du déchiffrement des hiéroglyphes en soi. Alors effectivement, c'est sur le processus qui a mené à ce même déchiffrement. C'est pas un bouquin pour apprendre à lire les hiéroglyphes, c'est pas un bouquin sur Champollion en particulier, c'est un livre qui retrace les siècles, voire même les millénaires en fait, qui ont séparé justement le déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion des débuts, déjà durant l'Antiquité, de la fascination pour l'écriture hiéroglyphique, parce que si Champollion arrive en 1822 au terme de cette aventure en mettant le point final au déchiffrement, en fait c'est un très long processus qui retourne très loin en arrière et c'est ce que j'ai voulu présenter dans ce livre parce que c'est souvent quelque chose d'assez méconnu. Pourquoi justement tu as eu envie de travailler sur ce sujet-là? Parce qu'effectivement on a plein de bouquins sur le déchiffrement des hiéroglyphes, mais pourquoi est-ce que tu as cherché à en savoir un petit peu plus sur le processus, sur les différents auteurs qui en ont parlé? Ça c'est quelque chose que j'avais commencé durant ma thèse. J'avais fait une partie de ma thèse en fait sur le fonctionnement même de l'écriture hiéroglyphique, les fonctions de signes, etc. Donc une partie un peu linguistique. Et donc je m'étais penché sur la question de l'écriture en général, pas forcément égyptienne, mais de l'écriture de manière générale. Et en creusant, j'en suis arrivé à cumuler pas mal de données sur la façon dont les hiéroglyphes étaient vus autrefois, à la fois durant l'Antiquité par les étrangers, les Grecs, les Romains par exemple, mais aussi une fois que c'est devenu une écriture morte par toutes les personnes qui ont été confrontées à des textes en hiéroglyphes. Et toutes ces références, tous ces noms, tous ces livres qui ont été faits sur le sujet, je les avais laissés un peu de côté. Et à l'approche du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, donc en 2022, je me suis dit que ce serait intéressant de réutiliser cette matière pour écrire un livre sur cette histoire, parce qu'il y avait largement matière à en faire un livre. Et donc L'Harmattan m'a suivi dans cette voie, et c'est pour ça que ce livre est là aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont plus fasciné que d'autres? Fasciné, c'est peut-être un grand mot, mais... En fait, il y a des périodes qui m'ont particulièrement intéressé parce que je n'y connaissais rien, en fait. Je ne connaissais même pas les noms des personnages qu'on y trouve. Par exemple, typiquement, durant le Moyen-Âge, les hiéroglyphes ne fascinent que les auteurs arabes. On n'a quasiment rien au niveau de la littérature occidentale sur cette question. Et typiquement, moi, c'est un matériau que je ne connaissais pas du tout. La littérature arabe du Moyen-Âge, vraiment, j'étais complètement passé à côté parce que pas ma spécialité, parce que je ne lis pas l'arabe, etc. Donc me plonger là-dedans, lire les quelques articles qui existaient sur la question, discuter avec des collègues médiévistes de tout ça, ça m'a vraiment, vraiment intéressé. Et en fait, j'ai découvert tout un lot d'auteurs et d'ouvrages qui parlent des hiéroglyphes et de l'Antiquité égyptienne en général. Et il y en avait non seulement beaucoup plus que ce que je pensais, mais qui étaient parfois extrêmement développés, avec des personnes qui sont vraiment allées en Égypte, qui ont vu les monuments de leurs propres yeux, et même quelques tentatives de proto-tentatives de déchiffrement des hiéroglyphes. Donc c'était vraiment une période que j'ai adoré analyser. Donc t'es allé en fait bien au-delà de l'égyptologie en soi, là? Ah oui, largement, oui, c'est lié à l'égyptologie. C'était dans l'histoire globale, quoi. Voilà, exactement. Ça reste lié à l'égyptologie parce que ça parle des hiéroglyphes, de la création de la discipline après le déchiffrement, tout ça. Mais en fait, il a fallu que j'aille creuser dans l'Antiquité classique, chez les Byzantins, au Moyen-Âge, revoir un petit peu tout ce qui est époque moderne, Renaissance, avec les différents traités qui sont écrits sur la question des symboles, donc aller revoir aussi des bouquins en latin, forcément. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail, mais j'ai pris un vrai et grand plaisir à préparer ce bouquin parce que je me suis vraiment plongé dans quelque chose que je connaissais finalement assez peu,
que je pensais connaître et que finalement je connaissais assez peu. Euh, et le fait de le présenter comme ça au grand public, parce que c'est pas un bouquin qui s'adresse aux spécialistes, hein, c'est un bouquin qui est vraiment accessible à tous, le présenter au grand public, ça m'a paru important parce que ça évitait de repartir sur une énième biographie de Champollion, aussi intéressant que soit le personnage, et ça permettait justement de remettre un peu en lumière des passages de l'histoire des sciences que finalement on connaît très peu. D'accord. Et on a qui comme auteurs qui t'ont marqué, entre guillemets? Pour revenir brièvement sur l'histoire du Moyen Âge, il y a Ibn Washia, qui est un des premiers à avoir tenté de déchiffrer les hiéroglyphes. Alors il n'y est pas parvenu, parce qu'il n'y connaissait rien à cette écriture, d'ailleurs qui était complètement perdue à l'époque, hein, on ne peut pas lui en vouloir, c'est juste que la connaissance des hiéroglyphes était perdue. Donc lui c'est vraiment un personnage très particulier, parce qu'il a à la fois des intuitions qui sont tout à fait justes et des interprétations qui sont complètement fantaisistes parce qu'il les rattache au Coran, etc. Avec une volonté derrière de rattachement de l'Égypte à l'islam qui est tout à fait normal pour l'époque. On a aussi Or Apollon, qui est un prêtre égyptien du 5e siècle de notre ère, donc déjà une époque où les pratiques païennes commencent à décliner très fortement, et qui propose un ouvrage qui s'appelle les Hieroglyphica, dans lequel il prétend donner la signification de tout un tas d'hiéroglyphes égyptiens, ou en tout cas supposés comme tels. Et c'est un bouquin qui est assez amusant parce qu'on a à la fois des interprétations qui sont très très justes, très très pertinentes. Donc c'est pour ça qu'on peut envisager qu'il ait reçu des témoignages plus ou moins directs vis-à-vis des hiéroglyphes. Et on a des choses complètement fantaisistes liées aux croyances qu'on avait sur tel ou tel animal, par exemple, ou sur tel ou tel symbole qu'on retrouve parfois sur les parois des temples. Donc ça mêle un petit peu le vrai et le faux, et c'est assez amusant comme livre à lire. Et puis, plus proche de nous, on a pas mal de choses. On a à la fois des chercheurs qui ont fait des choses extrêmement pertinentes, comme Jean-Jacques Barthélemy, qui est le premier à identifier les noms des rois dans les cartouches, qui est un élément absolument central du déchiffrement des hiéroglyphes. Et d'autres personnages un peu plus particuliers, comme Joseph de Guigne par exemple, qui lui part du postulat que la Chine est une colonie égyptienne et qu'en fait l'écriture chinoise est un dérivé des hiéroglyphes égyptiens et que les Chinois auraient en fait reçu la science de l'écriture des anciens Égyptiens. Donc on voit que cette passion pour les hiéroglyphes, elle part un peu dans tous les sens. On a à la fois des chercheurs qui proposent des conclusions parfaitement pertinentes et intéressantes pour la suite, et d'autres qui ont proposé des hypothèses un peu plus farfelues, disons, qui ont vite été laissées de côté, mais qui ont quand même, en leur temps, connu un certain succès, puisque Champollion lui-même a été à un moment plus ou moins partisan de cette théorie que toutes les civilisations avec des écritures figuratives étaient liées. Donc voilà, on a vraiment de tout, et c'est ça qui rendait les recherches aussi passionnantes. Et parmi ceux avant Champollion, est-ce qu'il y en a qui avaient vu juste? Alors juste, oui, en Dans, partie. dans une certaine mesure. Voilà, c'est ça exactement. C'est qu'en fait, pas mal de ses prédécesseurs ont trouvé chacun leur tour des petits éléments qui, mis bout à bout, ont permis à Champollion de développer de façon complètement exponentielle ses travaux sur l'écriture hiéroglyphique et de parvenir au déchiffrement. Donc comme je disais, on a Jean-Jacques Barthélemy qui est un des premiers à soumettre l'hypothèse que les noms des rois sont dans les cartouches, qu'on n'appelle pas encore cartouches à l'époque, mais voilà, ces sortes d'ovales dans lesquels on mettait les noms des pharaons. Avant lui, on avait Athanase Kircher, qui est un grand savant des 16e et 17e siècles, non, 17e et 18e siècle, et qui est le premier à véritablement postuler la filiation entre l'ancien égyptien et le copte, donc la langue copte qui est la langue des chrétiens d'Égypte, et qui est effectivement le dernier état de la langue de l'ancienne Égypte, donc qui est directement descendante de l'ancien égyptien, qui est noté par les hiéroglyphes. Donc ce postulat est particulièrement intéressant puisque Champollion parviendra à déchiffrer les hiéroglyphes en grande partie par sa connaissance quasi parfaite du copte, justement. Mm. Alors Kircher, il a dit aussi énormément de bêtises, oui. Non, vas-y, continue. Je disais, Kircher a dit énormément de bêtises aussi dans ses travaux, mais toujours est-il que cette filiation égyptien-copte qu'il suppose est tout à fait juste, et en plus de ça, une des clés du déchiffrement.
Et donc on a ce genre de conclusions pré-Champollion qui vont amener au déchiffrement. On a aussi William Warburton, par exemple, qui suppose qu'il existe des hiéroglyphes phonétiques, alors qu'à l'époque on est persuadé qu'ils sont tout entiers symboliques ou idéographiques, selon les auteurs. Et puis Thomas Young, bien sûr, le principal concurrent de Champollion en Angleterre, qui travaille sur les hiéroglyphes à la même époque, et qui lui parvient à distinguer quelques petits signes par-ci par-là, à trouver la valeur phonétique de tel hiéroglyphe, à distinguer la désinence du féminin, par exemple, ou la notation du pluriel. Voilà, toutes ces choses que Champollion reprend, développe, augmente, pour finalement parvenir à comprendre comment fonctionnent les hiéroglyphes. Oui, ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai que dans l'esprit commun, hein, Champollion a déchiffré les hiéroglyphes tout seul comme un grand, grâce à la pierre de Rosette, et c'est vrai que énormément de monde n'a pas conscience effectivement de la contribution d'autres auteurs et du gros piochage justement de Champollion dans d'autres auteurs. Donc c'est ça qui est ultra intéressant dans ce bouquin justement. Pour rebondir rapidement sur ce que tu viens de dire, c'est totalement vrai. On présente souvent Champollion comme un génie qui a réussi là où tant d'autres ont échoué. C'est à la fois vrai, puisque Champollion, il était génial, c'est-à-dire qu'il a des intuitions extraordinaires, il a une connaissance linguistique exceptionnelle, il parle plusieurs langues vivantes, plusieurs langues anciennes, il a une maîtrise de la linguistique qui est proprement phénoménale, une capacité de travail qui est extraordinaire. Donc oui, c'est un génie, et c'est sans doute un des seuls qui aurait pu de toute façon parvenir à déchiffrer les hiéroglyphes. Mais évidemment que si on lui avait juste donné la pierre de Rosette, quelques textes égyptiens, sans tout ce qui a été fait avant lui, peut-être qu'il aurait réussi, mais peut-être qu'il aurait échoué, ou alors peut-être que ça lui aurait pris énormément plus de temps. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est justement de remettre en lumière et en perspective cette aventure, parce que non, ce n'est pas que l'œuvre d'un génial petit chercheur passionné d'Égypte ancienne, c'est avant tout une aventure scientifique qui s'étale sur des siècles, et d'ailleurs c'est valable pour beaucoup des grandes découvertes qui ont émaillé l'histoire, c'est-à-dire que c'est rarement un fait unique comme ça qui tombe du ciel tout cuit dans les mains d'un savant. Petite question bonus, oui. Avec Karine Madrigal, on avait parlé, tu sais, elle travaille sur les correspondances entre les frères. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu abordes? Parce que du coup, ce qu'elle a constaté, ce qu'elle nous a expliqué, c'est effectivement qu'il y a un travail en fait de la part des deux frères, Champollion, et pas simplement de celui qu'on connaît. Hein. Et est-ce que justement t'abordes ça dans ton bouquin? Oui, exactement. Alors, effectivement, Karine fait un travail merveilleux sur les archives et la correspondance entre les Champollion, qui est d'importance capitale pour ce sujet. Le dernier chapitre du livre est consacré malgré tout à Champollion et à son œuvre, parce qu'on ne peut pas parler du déchiffrement des hiéroglyphes sans s'attarder sur Champollion. Mais je ne refais pas une biographie de Champollion, il y en a plein des excellentes qui existent, je n'ai pas la prétention de connaître assez bien le personnage pour faire une biographie. Mais ce que je fais par contre, c'est qu'effectivement je présente notamment sa méthode de travail, c'est-à-dire comment il est parvenu justement au déchiffrement, pourquoi lui a réussi là où d'autres ont échoué, parce que c'est pas seulement parce qu'il était brillant ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a une méthode derrière. Et d'ailleurs, c'est en partie de Champollion et de cette découverte que naît un peu la linguistique historique en tant que discipline. Donc c'est pas pour rien s'il a réussi, c'est aussi parce qu'il avait une méthode de travail qui lui était propre et qui lui a permis d'accéder à ce savoir, notamment en revenant aux textes originaux et pas en se basant seulement sur ses prédécesseurs, justement, parce que si on fait que reprendre les témoignages d'avant, bah, on n'avance pas, on fait que se répéter. Donc lui, il a eu aussi cette présence d'esprit d'analyser d'abord les textes originaux. Et je renvoie évidemment beaucoup vers le livre de Karine sur les frères Champollion, qui est absolument passionnant. Et c'est pour ça que pour ce qui est de la personnalité même de Champollion, j'en parle un petit peu, mais je renvoie surtout vers les personnes qui sont plus compétentes que moi pour en parler, c'est-à-dire ses biographes, et évidemment Karine qui fait un extraordinaire travail sur les archives, parce que ce sont des milliers de documents qu'elle a traités depuis tant d'années. Et donc voilà, j'invite les lecteurs qui auraient lu mon livre
à aller lire celui de Karine, justement, s'ils veulent creuser sur le personnage Champollion en particulier. Oui, oui, et puis elle est absolument, absolument passionnante aussi également à lire, hein. Outre le contenu, elle est très, très, très passionnante à lire. C'est tout pour moi. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter? Non, bah écoute, je te remercie de l'invitation. Encore une fois, je le répète, c'est un livre que j'ai fait en sorte de rendre accessible à tout le monde, c'est-à-dire qu'un passionné comme un simple curieux peut normalement y trouver son compte. En tout cas, dans les premiers retours que j'ai eus, ça a l'air d'être le cas, donc j'en suis ravi. Mais non, non, merci de m'avoir invité pour parler de ce livre dont je suis très heureux. C'est vraiment sympa. Bah écoute, ça me fait très plaisir. Thank you. Bye. Salut Simon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo avec Karine Madrigal où elle nous parle de la correspondance entre les frères Champollion, ainsi que de lire son ouvrage L'aventure du déchiffrement des hiéroglyphes, correspondance aux éditions Belles Lettres. Ciao!